Vous êtes, Monsieur Barfetti, l'antinomie des critiques que l'on adresse à la haute administration française. Vous êtes au contraire cette élite française formidable et vous êtes tombé dans le travail quand vous étiez presque tout petit, puisque vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Vous avez été donc la cheville ouvrière à côté du président Sénard et de Madame Notat du rapport Sénard-Notat. Et puis vous avez travaillé sur un nouveau rapport qui est sorti cette année sur le sens du travail. Ça tombe bien. Et donc pour vous alimenter sur cette question aujourd'hui, on a souhaité assez vite dans la journée donner la parole à Jean-Baptiste pour qu'il vous explique ce qu'il y a dans ce rapport, ce qu'il en a compris lui-même, comment il voit les choses. Et je pense que ça va pouvoir nous nourrir pour les prochaines heures. Donc, Monsieur Barfetti, the floor is yours. Bonjour à tous. Pas facile de passer après Jean-Dominique Sénard. Je vais commencer par une question. Que feriez-vous si vous gagniez au loto un gros gain? Je ne vous parle pas de consommation. Je ne vous parle pas de ce à quoi on pense souvent, la nouvelle voiture, un grand voyage, une nouvelle maison. Je ne vous parle pas d'avoir, mais de être. On pense rarement au travail quand on envisage cette possibilité heureuse, et pourtant on y passe le plus clair de notre temps. Est-ce que vous continueriez à travailler face à une telle chance? De mon côté, si j'avais gagné au loto hier soir en arrivant à Écueilly, eh bien, je ferais exactement ce que je fais en ce moment. D'abord parce que ça me donne l'occasion de retrouver Jean-Dominique Sénard, d'avoir un magnifique programme aujourd'hui, aussi parce que je me suis engagé auprès de Vrais-Pré et de François Morinière, mais aussi parce que je suis en train de vivre l'aventure professionnelle qui me tient à cœur, c'est d'accompagner les personnes, les organisations dans ces réflexions et dans la pratique sur le sens de leur action. J'ai rencontré trop de personnes frustrées, en souffrance, en raison de cette perte de sens. C'est cela dont on va parler ce matin, c'est ce qui nous fait nous lever le matin, c'est le sens que l'on trouve dans son travail. Je vois des regards interrogatoires, des grattements de tête. Ce n'est pas une colle, c'est le début d'un cheminement intérieur, de se poser cette question, et j'espère vous donner des éléments pour vous aider dans ce cheminement. Au-delà de l'anecdote de ce que l'on ferait dans pareille éventualité, vous et moi, c'est le sujet d'une recherche très sérieuse qui est menée tous les 2 ans. On interroge 15 000 personnes. Est-ce que ces personnes continueraient à travailler face à un gros gain au loto, un gros héritage? C'est exactement la question qui y aurait posée. Alors vous voyez, on est tout de même à plus de 2/3 des personnes qui continueraient. Certes, on a un petit peu baissé depuis les années 80, ce qui montre le sujet de cette journée, une mutation préoccupante dans le travail. Mais ce n'est pas la dégringolade que l'on voudrait nous faire croire. Ce que j'aime beaucoup avec ce chiffre, avec cette proportion, c'est que c'est exactement la même, 2/3. Quand on pose la question, est-ce que vous trouvez du sens dans votre travail? Et est-ce que vous continueriez avec un gros gain au loto? Ce qui nous donne une première hypothèse sur le travail qui a du sens, c'est le travail que l'on continue, même millionnaire, pour le sport, pour la cause. Alors, ça ne veut pas dire que ces 2/3 de personnes ont trouvé le job de leur rêve. Il y a eu il y a quelques années une une du tabloïd britannique The Sun qui mettait des photos de ces personnes qui continuent à travailler, même millionnaires. Il y a une dame qui fait de la mise en rayon chez Marks & Spencer, qui dit moi, vis-à-vis de mes enfants, je continue ce que je fais. Il y a un plombier et il y a un chauffeur de bus à l'Impérial, à Londres, qui dit « Je ne vois pas pourquoi, du jour au lendemain, j'arrêterai de voir les personnes que j'amène au travail tous les matins. » Donc ça ne veut pas dire qu'ils ont trouvé le job de leur rêve. Ils ne sont pas contre une augmentation de leur salaire, de leur chiffre d'affaires, une amélioration de leur équilibre de vie. Ça veut simplement dire qu'ils ont trouvé le sens qui guide leur action. Et inversement, les 40% restantes ne sont pas condamnées
à la reconversion immédiate dont on parle dans les journaux, banquier devenu fromager, consultant qui devient caviste. Ça veut simplement dire qu'il faut continuer cette réflexion sur ces principes qui les guident. Je vais faire un petit passage par l'actualité pour prolonger la réflexion. On a été évidemment très marqué par la pandémie, par la réforme des retraites, mais aussi par des concepts qui prétendent englober toutes ces mutations dans le travail que l'on traverse actuellement. Est-ce qu'il y aurait un grand virage dans le travail à côté duquel nous serions passés, alors que d'un point de vue philosophique, on a l'impression que tout a été écrit depuis 100 ou 150 ans? Première hypothèse, épidémie de FM, qui a été sortie il y a 1 an par une note d'un sondeur fameux, avec l'idée qu'une grande lassitude au moment de la Covid, qui a été beaucoup repris sur le thème du déclin du travail. Quand on regarde la statistique du taux d'activité, il n'y a pas cette grande FM. La France, on aurait pu dire dans les années 80-90, là vous avez taux d'activité, c'est-à-dire les personnes qui sont en emploi ou en recherche d'emploi. On a rejoint les États-Unis ces années récentes, ce qui fait qu'en proportion, nous n'avons pas moins envie de travailler en France qu'aux États-Unis, par exemple. On pourrait prendre d'autres statistiques comme la durée annuelle du travail, où on est à peu près au même niveau que l'Allemagne, par exemple. Donc, il n'y a pas cette grande FM, et d'ailleurs, les exemples les plus percutants pour montrer cette économie des AFM se situent plutôt du côté de la consommation. Les repas qu'on se fait livrer chez soi, on est plutôt du côté du consommateur qui veut économiser son temps, son énergie, pas la personne sur son vélo qui va livrer ses sushis. Deuxième cas d'actualité, deuxième hypothèse pour expliquer ces grandes mutations dans le travail, la grande démission que les États-Unis ont connue et qui n'a pas traversé l'Atlantique à mon avis, sauf peut-être dans l'hôtellerie-restauration qui est un secteur un peu à part avec la Covid. Vous voyez ici les proportions d'entreprises qui déclarent des difficultés de recrutement. Donc effectivement, depuis 8 ou 10 ans, on a eu une hausse assez conséquente et sans doute beaucoup d'entre vous rencontrent cette difficulté. Mais si vous regardez à longue durée, eh bien on est retourné au début des années 2000, c'est-à-dire la dernière période économique où nous avons créé de façon conséquente des emplois durables, où nous avons réduit de façon importante le chômage. Donc non pas de grandes démissions, mais de retour à la création d'emplois, à la baisse du chômage. Alors justement, est-ce que ça ne serait pas finalement ça, les grands questionnements sur le sens du travail? Simplement, le chômage baisse, et donc tout d'un coup, des personnes peuvent se sentir à la liberté de se poser ces grandes questions qui ne se posaient pas avant. C'est l'idée d'un patron australien qui a dit « il faut faire bondir le chômage pour écraser l'arrogance des salariés ». Il a dit ça il y a quelques semaines. Alors évidemment, retour de bâton planétaire, excuses, contrition. Mais je pense qu'il passe à côté de la finesse de l'analyse. C'est une façon de se rassurer un petit peu de faire la politique de l'autruche. Il n'y a pas de problème, les gens ne se posent pas de questions, c'est simplement les chiffres qui montent, qui descendent. Et pour ça, on a le contre-exemple chinois. Le taux de chômage en Chine est encore faible. Mais quand on prend le taux de chômage des jeunes, il bondit depuis 2018. On était à 10% en 2018. On a dépassé les 21% en 2023, à tel point que le gouvernement chinois a pris une décision très simple, c'est d'arrêter la publication de cette statistique. Plus de thermomètre. Et dans le même temps, on a ces photos sur les réseaux sociaux qui sont en train de fleurir en Chine. Ce sont les fêtes de démission, resignation parties. On voit, donc voilà, il y a même des formules au restaurant pour inviter ses amis à sa fête de démission. On voit passer des personnes avec une écharpe, comme chez nous, il y a Miss France, bah, c'est Monsieur Démission. Cette anecdote a collé à la statistique pour montrer ce contre-exemple. En Chine, le chômage des jeunes explose, et pourtant, ces interrogations sont les mêmes que chez nous. Donc, à mon sens, il n'y a pas la grande démission de grande FM, mais il faut plutôt revenir à des fondamentaux sur le travail.
3 grands facteurs pour se réaliser dans son travail. Évidemment, la récompense, la rémunération qui doit être juste. Depuis quelques décennies, le bien-être au travail qui se développe, sur lequel on travaille, mais aussi la question du sens qui avait été un peu mis de côté finalement. Alors ce que je vous dis aujourd'hui ne sort pas de mon imagination, mais de ces 2 rapports dont a parlé le président, dont je remercie. Donc ce premier rapport sur lequel j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Dominique Sénard et Nicole Notta, ancienne dirigeante de la CFDT. Dans les années qui ont suivi ce rapport, en fait, on l'a présenté devant des parterres comme aujourd'hui pour faire son service après-vente. Et dans les discussions à la fin de la journée, j'ai eu des salariés qui m'ont dit « Vous savez, on est fiers que notre entreprise s'engage, mais si on est tout à fait honnête, ça n'a pas encore redescendu totalement jusqu'à nous, dans toutes les équipes. Il y a encore du chemin. » Et donc, à force d'avoir ce retour, on s'est dit qu'il y avait peut-être encore une partie du chemin à parcourir et qu'il fallait que ce travail qu'on a mené tout en haut de l'entreprise sur la raison d'être et la société à mission, il fallait aussi prolonger au sein des équipes de travail sur cette question du sens au travail. Et c'est pour ça qu'on s'est réunis 5 ans après avec une dizaine de DRH pour mener cette réflexion. Alors, et donc cette réflexion sur le sens au travail n'est pas une lubie de journaliste. Même si l'expression est sur toutes les lèvres dans les médias depuis 1 an et demi, alors qu'il y a quelques années, on l'utilisait très peu, on est allé voir les publications scientifiques et vous voyez qu'il y a un doublement tous les 5 ans de ces productions de recherche, donc solides sur la question. Un chiffre qui nous a vraiment préoccupé, qui nous a fait réagir, c'est celui-là. 43% des actifs qui envisagent, dans les 2 prochaines années, de quitter leur emploi pour un autre qui aurait plus de sens. On est à la moitié pour les femmes, 52% pour les managers et 59% pour les moins de 35 ans. Je n'ai pas la statistique pour les femmes managers de moins de 35 ans, mais je vous laisse imaginer les proportions. Un DRH autour de la table, pour me taquiner, m'a dit « Bon, du moment qu'ils envisagent, ça va. » Donc, on a dû aller chercher la statistique du passage à l'acte. On l'a seulement trouvé pour les cadres, c'est un chiffre de l'APEC, 42% des cadres de moins de 35 ans qui, dans les 10 dernières années, ont quitté leur poste en CDI dans les 2 années de leur prise de poste. Donc on a des proportions qui sont quand même massives. Et si on sort des jeunes, on est à peu près à la moitié, une vingtaine de pourcents qui sont dans ce cas pour les cadres. Les hypothèses qui sont les causes de ce mouvement profond, les hypothèses souvent proposées, c'est un déclin des institutions. Église, État, syndicats, partis. Il y a moins de votants, moins d'adhérents, moins de pratiquants. Et finalement, ces réponses que les personnes trouvaient dans ce cadre collectif et qui trouvent peut-être statistiquement moins dans ce cadre collectif dans lequel ils se rendent moins souvent, eh bien, ils continuent d'avoir ce besoin de sens. Ils y travaillent à leur niveau, à leur échelle individuelle, dans leur famille, dans leurs engagements associatifs et dans leur entreprise. Mais les entreprises n'ont pas été faites pour ça. Les administrations non plus, pour aider les personnes qui y travaillent à trouver du sens. Donc c'est un cheminement qui va prendre encore du temps. On a essayé de poser une définition de ce sens au travail. On a réuni dans le rapport une 30aine de définitions universitaires et on a fait cette petite synthèse avec les praticiens. Le sens au travail, c'est l'alignement ressenti entre ce qui se passe d'une part dans l'entreprise et dans les collectifs de travail et d'autre part ce qui est vécu et attendu par le salarié. C'est donc un rapport de sincérité. Est-ce que je me retrouve dans les actes? Est-ce que je me retrouve dans la parole portée par mon entreprise? Mais ce n'est pas seulement une question de sincérité, c'est une question aussi d'aspiration. Est-ce que, profondément, ce métier, cette action collective me correspond en tant qu'individu? Cette définition, vous voyez,
le sens au travail passe par le collectif, le rapport aux autres, mais ça va se cristalliser dans une individualité, dans la subjectivité qui fait que dans une même équipe, deux personnes vont ressentir très différemment, et parfois même dans le même poste, une personne va trouver du sens dans ce travail et pas l'autre. Ce qui fait que le sens du travail ne peut pas se donner. On utilise souvent l'expression « donner du sens », mais c'est un raccourci. On ne peut pas les faire tomber par en haut, et je rejoins tout ce qui a été dit sur la responsabilisation. En matière de sens au travail, c'est absolument central, c'est absolument clé, que c'est un mode d'accompagnement des personnes et non un grand plan descendant. On ne peut pas plaquer ce qui fonctionne pour soi, en tant que dirigeant, en tant que chef d'équipe, ou ce qui a fonctionné avec certaines personnes dans son équipe. On ne peut pas les plaquer. Ça serait très artificiel. Alors, pour finir, dernière partie de ma prise de parole, les leviers pour renforcer, pour accompagner cette question du sens au travail. Il y a 3 leviers. Le premier, c'est la finalité. Le deuxième, le contenu du travail. Et troisièmement, évidemment, le management. La finalité, c'est l'utilité sociale, sujet ancien qui a été réactivé par la pandémie, avec les bullshit jobs, les métiers de première ligne, de deuxième ligne, toutes ces réflexions. Mais c'est aussi tout ce qui a été dit par Jean-Dominique Sénard juste avant moi, toute la réflexion que nous avons menée en 2018 sur la raison d'être. À l'époque, nous sommes partis de cette citation « La rentabilité n'est pas le but de l'entreprise ». Cette citation, ce n'est pas Karl Marx, Fidel Castro, c'est Peter Drucker, le pape du management, qui murmurait à l'oreille des dirigeants d'entreprises internationales. Et donc, nous sommes partis de cette idée que si profit n'est pas le but, mais comme Peter Drucker le dit, un facteur limitatif, un test de la validité d'une vision, eh bien, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on pose un outil juridique pour travailler cette vision, pour la discuter avec les parties constituantes de l'entreprise, les actionnaires, les salariés, mais aussi les clients et toutes les parties prenantes, toute la société. Quand je suis arrivé ici hier soir, j'ai vu un journaliste qui m'a dit « Oh, la raison d'être, on voit passer beaucoup de choses, du bon comme du mauvais. » Et de la même façon, mes étudiants à l'Institut catholique de Paris et à ESSEC me disent « À quoi ça sert la raison d'être ?» Alors j'ai trouvé ces 2 exemples qui me semblent assez parlants, Spanghero et Arthur Andersen. Spanghero, c'est une famille bien connue de rugbyman dans les années 70 qui ont repris les abattoirs de Castelnaudary pour faire du circuit court, des spécialités régionales, du cassoulet. Et 40 ans après, ils ont été emportés par le scandale du Horsegate, la viande de cheval, camouflée, donc avec une traçabilité faussée, qui venait non plus des abattoirs de Castelnaudary, mais d'abattoirs en Roumanie, en passant par une société de trading chypriote. Donc on a une société qui, malheureusement, en 40 ans, a fait un demi-tour complet par rapport à ce qui a fait sa réputation et sa réussite. Arthur Andersen, du nom de son créateur, qui était d'une probité absolue, on a même fait appel à lui en 1929 pour présider la Bourse de New York, pour rétablir la confiance des investisseurs dans la bourse. Eh bien, 70 ans après la création, Arthur Andersen est emporté dans la faillite d'Enron pour avoir fermé les yeux sur la comptabilité dite créative, c'est-à-dire frauduleuse, d'Enron. Encore une fois, 180 degrés, malheureusement, cette entreprise était complètement à l'inverse de ce qui a fait sa réussite. Mais cette raison d'être, il faut la faire vivre. Et donc, je vous livre 2 témoignages. Le témoignage d'un salarié. On a défini une raison d'être, mais elle reste trop souvent au placard. Il manque l'innervation. C'est tout le sujet de cette réflexion sur le sens au travail, c'est de la faire descendre, de la mettre en pratique dans les équipes. Et ça ne va pas se faire en claquant des doigts, puisqu'on inscrit quelque chose tout en haut. Il faut que chaque direction, chaque équipe s'en saisisse. Deuxième témoignage, celui d'un dirigeant cette fois. J'ai repris ces termes exacts. Je ne veux pas que mes salariés passent pour des pollueurs. Nous devons être nickel sur la réglementation,
même si ça coûterait moins cher de payer les amendes. Vous savez, comme dans les partis politiques, quand on n'a pas une égalité homme-femme dans les candidats, il y a une amende, et ben, là aussi, ça existe. Eh bien, j'ai trouvé intéressant ce témoignage qui montre un changement de paradigme. Dans les années 70, Milton Friedman disait « La seule responsabilité d'entreprise, c'est de maximiser le profit ». Eh bien, là, ce dirigeant, qui a évidemment un compte de résultat à équilibrer, intègre cette réflexion dans son compte de résultat, se dit « Ce compte de résultat n'est pas équilibré si mes salariés ont honte d'aller travailler dans une entreprise qui ne tient pas compte de ces enjeux sociaux et environnementaux. » Donc voilà ce premier levier de la finalité du travail, c'est-à-dire que devient ce que je produis? Est-ce que mon action s'inscrit dans un projet auquel je crois? Deuxième levier, celui du contenu du travail. La demande de sens est bien souvent une demande de lien. Comme je vous disais, c'est dans l'échange avec les autres que l'on trouve ce sens. Donc, le service d'un client, l'entraide avec des collègues, mais aussi, tout simplement, le caractère presque artisanal de peaufiner son produit, être fier de son produit, que l'on soit dans l'industrie ou dans les services d'ailleurs. Il y a la fierté de ce geste métier. Et bien souvent, dans des grandes organisations maintenant, il y a des choses qui vont faire écran entre la personne au travail et ses sources de sens. Je veux parler de l'excès de reporting, l'excès de process, sur lequel on a eu des dizaines et des dizaines de témoignages, et je vais vous en partager un, qui empêche finalement la personne de se connecter avec cette source de réalisation. Je passe mon temps à devoir justifier de mes résultats plutôt que de faire. Le niveau administratif pour la validation de la moindre tâche est à un niveau sidérant. Alors vous me direz, ça c'est la grande organisation. Mais c'est en train d'arriver, c'est en train de ruisseler dans les ETI, dans les PME, avec de plus en plus de demandes, notamment des donneurs d'ordre. Donc c'est quelque chose qui est en train de s'universaliser et qu'il faut essayer d'équilibrer pour que justement les équipes arrivent à sortir de cette matrice et trouvent du sens dans leur travail. Et d'ailleurs, on a vu cette statistique intéressante qui a fait réagir. Quand on demande aux cadres du privé et au cadre du public, cette question du reporting interne, de l'administratif, eh bien, on a quasiment les mêmes scores. 66% des cadres du privé et 76% des cadres du public qui y voient un excès. Je peux vous dire, quand on a partagé cette statistique, ça a fait réagir les dirigeants. Pour finir sur ce point, une expérience microéconomique qui a été menée aux États-Unis, 2 groupes d'étudiants à qui on demande de construire, à partir des pièces, des personnages en Lego, avec une petite rémunération à la tâche. Dans le premier groupe, les personnes voient le fruit de leur travail qui s'accumule sur leur bureau devant eux, peuvent en être fiers. Dans le deuxième groupe, que les économistes ont surnommé Sisyphe, à propos, les personnages sont immédiatement détruits. Une fois qu'on a construit, ils sont déconstruits, on remet les pièces dans le bac. Vous vous en doutez, 40% de motivation, 40% de productivité en plus pour le groupe qui voit les fruits de son travail. Donc ce deuxième levier du sens, comment je suis concrètement relié à mon action à travers ce travail. Et le troisième, c'est celui du management, qui est un questionnement en soi, mais qui va permettre de mettre en application les deux précédents. Il y a une expérience, ça aussi, qui a été menée en Grande-Bretagne. 140 entretiens, on demande aux personnes de rapporter leurs meilleurs souvenirs et leurs pires souvenirs relatifs au sens de leur travail. Eh bien, quand on leur demande leurs meilleurs souvenirs, ils ne citent presque jamais leur manager. Quand on leur demande leurs pires souvenirs, ils citent presque systématiquement leur manager. Ça ne veut pas dire qu'il faut abolir le management et les managers. C'est pour ça que je vous ai mis cet extrait du serment d'Hippocrate. D'abord, ne pas nuire. Comme je vous disais, le sens au travail ne se donne pas, il s'accompagne, il se trouve dans son activité, dans l'intimité de cette relation avec son travail, et que donc la priorité, c'est d'arriver à être à l'écoute, avoir notamment ce dialogue professionnel dont parlait Jean-Dominique Sénard, et d'être à l'écoute pour s'adapter à chacun dans la mesure du possible,
pour cette source de sens dans le travail. Deuxième et dernière expérience microéconomique, 3 groupes d'étudiants, là aussi rémunérés à la tâche. La tâche, c'est, vous avez une page de caractères aléatoires, page A4 de chiffres et de lettres qui se suivent, et on vous demande d'entourer en rouge quand il y a 2 caractères identiques qui se suivent. Donc, travail extrêmement rébarbatif. Le premier groupe a le droit d'écrire son nom en haut de sa feuille. Et il le tend à l'examinateur. L'examinateur jette un œil rapide à cette feuille avant de le poser sur le bureau. Dans le deuxième groupe, vous n'écrivez pas votre nom, l'examinateur ne regarde pas la feuille et la pose directement sur le bureau. Et dans le troisième groupe, la feuille part directement à la broyeuse. Sans surprise, on a les mêmes résultats que tout à l'heure. Avoir une considération même minimale sur le travail donne 40% de motivation en plus. La surprise, c'est la quasi-égalité entre le fait de détruire le travail ou de l'ignorer. Ignorer, ne pas faire de retour sur le travail d'une personne, c'est exactement la même chose que détruire le travail sous les yeux de la personne. Autre point qui n'est pas une révolution, qui a été aussi rappelé par Jean-Dominique Sénard, que l'on a rappelé dans ce rapport, c'est la question de la reconnaissance. On l'a rappelé, on l'a remis, on l'a réexpliqué, parce que les statistiques le montrent, moins de la moitié des salariés considèrent que c'est une pratique existante dans leur organisation de valorisation des efforts et des résultats. Voilà donc pour ce troisième et dernier levier du sens au travail qui est le management, qui finalement revient à est-ce que je suis responsabilisé dans ce travail? Est-ce que je suis reconnu par mes managers, par mes collègues? Et pour finir, encore un dernier chiffre qui nous a fait réagir et donné envie de passer à l'action. Quand on interroge les salariés sur le sens du travail, 90% trouvent important ou essentiel qu'on les accompagne sur cette question, qu'on les aide à donner un sens à leur propre travail. Et seulement 14% des dirigeants qui veulent s'y mettre. C'est une statistique qui date d'avant le rapport. Peut-être qu'on aura contribué à les faire progresser, peut-être qu'aujourd'hui on va contribuer à les faire progresser avec le magnifique programme d'aujourd'hui. Ces 14%, 2 tiers considèrent qu'ils ont déjà fait le travail sur la question, et 1 tiers considèrent que ce n'est pas important. Voilà, ce chiffre nous a donné envie de passer à l'action, de faire ce rapport. On entre dans une 2e année pour essayer de mettre en application dans les entreprises partenaires. Et j'espère que ces différents éléments d'aujourd'hui vous auront fait réfléchir, vous auront donné des pistes, des clés pour essayer de mettre en pratique chez vous. Et je vous propose, pour ceux que ça intéresse, qu'on continue la discussion dans une salle. On a donc un atelier pour échanger, pour partager des témoignages sur la question. Voilà, j'espère que ces réflexions vous auront aidé et je vous remercie beaucoup.